Alors pour cet atelier technique, nous avons vu sur la table ronde précédente comment se construisaient des nouvelles relations producteurs-consommateurs. Et cet atelier technique va approfondir ce sujet et on va se demander comment accroître le lien entre producteurs et consommateurs, mais aussi entre les différents maillons de la filière. Alors pour ça, nous allons nous pencher sur 3 initiatives portées par 3 entrepreneurs. Et je vais laisser la parole à Aurélien qui va animer cet atelier technique pour nous présenter ces initiatives. Merci. Si ça marche. Donc, on va vous présenter donc 3 exemples de concepts numériques assez innovants pour accroître les liens entre différents acteurs de la filière, que ce soit tant entre producteurs ou entre producteurs et consommateurs, ou même entre experts d'un domaine et puis clients amateurs. Le déroulé, ça va être des interventions de 10 minutes chacun, puis un échange un peu autour de la table entre nous, et puis on vous laissera un temps final de 10-15 minutes pour que vous puissiez poser vos questions aux 3 intervenants. Donc le premier intervenant, c'est une jeune start-up angevine qui a mis au point une plateforme numérique qui permet des interactions entre producteurs et producteurs, notamment dans l'échange de matériel et de main-d'œuvre. Et je vais du coup donner la parole à Damien Pierre qui va vous le présenter plus en détail. Donc, bonjour à tous, donc Damien Pierre, donc je suis un peu ici chez moi parce que je suis issu de l'ESA d'Angers. Et donc je vais vous présenter un projet sur lequel on travaille avec on va prendre la zapette, avec mon associé Quentin de Chabot. Donc on a démarré la réflexion il y a bientôt 1 an. Et alors par rapport à mon parcours, j'ai toujours travaillé auprès des agriculteurs et dans l'innovation. Et je suis plutôt passionné, enfin tous les deux on partage les valeurs et la passion des nouveaux usages de l'économie collaborative. Donc ça suit un peu ce qu'on a entendu à l'atelier précédent. Donc des services tels que Blablacar, Airbnb, c'est des choses qu'on partage et dont on pense qu'un certain nombre de principes peuvent s'appliquer à l'agriculture. Et c'est d'ailleurs la source même de l'idée même dont vient Tractory. Nous, on est parti d'un constat qui est assez simple, c'est que ici, je pense que c'est largement partagé, c'est qu'on parle d'agriculture avec un S, c'est-à-dire qu'on parle de plusieurs agricultures qui sont différentes. Donc les agriculteurs ont des besoins de plus en plus divergents ou différents selon leur mode de production, selon et surtout selon leur choix d'investissement. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas, ils ont besoin de se spécifier davantage et donc d'avoir besoin de ressources externes et soit de la main-d'œuvre, soit du matériel, mais dans leur choix d'investissement, ils doivent s'appuyer sur de la sous-traitance. Et quand on dit ça, nous on pense que le numérique permet justement de créer les conditions et les moyens qui permettent à un agriculteur de travailler avec n'importe qui de façon sereine et en toute confiance et de décloisonner son univers et de lui permettre de ne pas travailler seulement avec les connaissances qu'il a actuellement, mais aussi avec d'autres intervenants de son environnement. Et pour répondre à ce besoin des agriculteurs, donc il y a 4 enjeux clés. C'est mettre en relation, c'est la question de la visibilité. Comment je sais qui peut proposer un service qui convient à mes besoins et à mes besoins qui sont particuliers. Comment on automatise cette relation, comment on fait en sorte que facilement on a limité les interactions pour créer les conditions d'une mise en relation et d'un travail en commun. Donc d'automatiser les contrats, de ne pas avoir à chaque fois à recréer à devoir négocier ou recréer des conditions pour contractualiser une prestation. De la confiance, beaucoup de confiance sur la gestion des paiements, enfin la question des paiements, la question du travail, de son exécution. Et donc ça va de pair avec l'évaluation, la capacité de travailler avec des personnes de confiance et de créer vraiment un univers où la confiance, c'est pas seulement la réputation qu'on a des agriculteurs qui sont dans son entourage. Sachant que pour la question de la visibilité, ça va très vite, c'est-à-dire que dès qu'on agrandit le cercle géographique autour d'une exploitation agricole, on multiplie énormément les capacités d'interaction, de travail en collaboration entre les agriculteurs. Donc on a mis au point une plateforme qu'on a codée, qui s'appelle tractory.com.
et voilà, qui répond à la question de quand on a besoin d'un coup de main en agriculture, qui peut répondre à ce besoin-là, aussi spécifique soit-il, et selon mes conditions, et non pas par rapport à faire comme mon voisin ou travailler sur le même méthodo que mon voisin. Donc la plateforme est assez simple, hein, les agriculteurs ou tout opérateur peut proposer des prestations. C'est essentiellement tourné autour de l'homme et la machine ou l'homme seul. Donc l'homme en tant que main d'œuvre disponible ponctuellement pour certains services et l'homme et la machine pour les travaux agricoles de préparation des terres, des épandages, de fertilisation, d'entretien des espaces. Voilà. Et tout ça repose sur un algorithme géolocalisé, c'est-à-dire toute prestation est géolocalisée, donc toute recherche est elle-même géolocalisée, de sorte à ce que ce soit bien les prestations, des prestations qui soient proposées, qui soient réalisables chez l'agriculteur. Donc la recherche est par type de travaux et par localisation, donc c'est ce qu'on a sur la home page. Et donc on retrouve ensuite l'ensemble des prestations qui sont offertes par la communauté. Et je reviendrai sur l'esprit communauté parce que ça repose beaucoup sur ce principe-là, sur lequel on retrouve voilà, un ensemble de travaux qui sont proposés avec du matériel qui est très spécifié, parce qu'on pense que l'agriculture devient de plus en plus complexe et donc les machines deviennent de plus en plus spécifiques et répondent de plus en plus à certains besoins. Donc c'est davantage, les offres sont spécifiées, géolocalisées, et on peut voilà, arriver à, on a le descriptif de l'offre et savoir si ça convient à ce dont on a besoin de réaliser. Une fois qu'on en est là, on peut faire une demande de devis en ligne, ce qui permet donc d'interagir directement avec la personne qu'on ne connaît probablement pas, pour lui faire une demande sur voilà les travaux que j'aurai à faire et quelles sont les conditions dans lesquelles on pourrait les réaliser. J'ai passé, mais avant évidemment, on a accès aux commentaires qui ont été faits par les anciens clients ou prestataires, de sorte à ce que la communauté repose essentiellement sur des personnes de confiance et qui travaillent dans de bonnes conditions. Donc voilà, le schéma est simple, hein, demande de devis, l'ensemble de la partie contrat est géré par la plateforme. Donc on met en relation, on contractualise, on réalise des travaux et on note, de sorte à ce que le système soit vertueux et que on ait à la fin une communauté d'agriculteurs qui partagent l'ensemble des principes de Tractory. Alors par rapport à l'état d'avancement, donc on a eu une phase de conception de l'idée, et ça c'est un point qui est important, c'est qu'on peut avoir une idée sur plein de choses. À un moment donné, il faut aussi aller voir les agriculteurs et leur dire voilà mon idée, qu'est-ce que vous en pensez, et est-ce que selon vous il y a un intérêt. Donc on est parti de là, on a fait une première version qu'on a soumise à des agriculteurs et avec lesquels on a interagi pour définir quel était le modèle final. Et donc on a testé vraiment le principe sur quelque chose de fictif au départ, auprès d'agriculteurs et d'entrepreneurs. Et aujourd'hui on a mis en place depuis l'été dernier la plateforme qui est en ligne, sur laquelle on procède au recrutement des prestataires, donc des offreurs, sachant que l'idée derrière tout ça, hein, c'est que les agriculteurs peuvent être à la fois offreurs et demandeurs, puisque c'est ce que je disais au début, hein, c'est que l'idée c'est que les agriculteurs puissent valoriser leurs compétences et bénéficier des compétences des autres par rapport à ce qu'ils ont à réaliser. Et aujourd'hui, voilà, on démarre gentiment, progressivement. On est toujours sur cette phase de test et on a plus de 350 offres qui ont été déposées sur la plateforme, donc qui sont évidemment géolocalisées. Et on récupère des demandes de devis aujourd'hui qu'on gère ensuite sur la plateforme. Voilà. Et donc après, on a encore des étapes à venir. L'idée, c'est d'aller plus loin sur le contrat et notamment de permettre à ce que les membres de la communauté aient signé une charte de bonne pratique qui permet de créer justement, on sait hein, par rapport au retour qu'on a eu des agriculteurs que le maître mot là-dedans, c'est l'espace de confiance. C'est comment je suis capable de travailler avec quelqu'un que je ne connais pas. Et ça, c'est pas forcément évident. Et donc c'est vraiment là-dessus qu'on s'appuie, et l'idée c'est vraiment de créer une charte de bonne pratique et d'avoir des agriculteurs qui partagent tout ça, qui partagent les mêmes valeurs, la même vision des choses, et qui soient capables d'être assurés de travailler en bonnes conditions avec les gens de la communauté. Je ne sais pas si vous avez des questions.
Si, j'en ai. Je vous entends parler de confiance, de partage, d'esprit de communauté, euh, et puis de projets collaboratifs. Est-ce que, en caricaturant un peu, vous ne seriez pas en train de réinventer la coopération finalement? Voilà, est-ce que ce ne serait pas une coopération nouvelle, avec des nouveaux principes? Comment vous vous sentez vis-à-vis de cette notion de coopération? Mais du coup, donc là, ça a été un petit peu traité juste avant, et je partage totalement la définition qu'on a été faite précédemment. C'est-à-dire que il faut justement pas parler de collaboration comme une coopération. C'est que la coopération, pour moi, c'est le fait de créer à plusieurs quelque chose en commun qui permette de répondre aux besoins de ses utilisateurs ou de ses membres, alors que la collaboration, ça permet de créer des relations de pair à pair, quelque chose qu'on partage complètement, c'est de créer une relation de un pour quelque chose de précis et de clairement défini. Et ça apporte quoi? Alors, la première chose, c'est comment cela est possible. C'est possible grâce au numérique, parce qu'on a permis de limiter les coûts de créer une nouvelle relation avec quelqu'un via le contrat en ligne, la gestion des paiements et autres qui sont numérisés. Et ça apporte quoi? Ça apporte justement de l'autonomie aux agriculteurs, c'est qu'ils n'ont plus besoin de travailler avec les mêmes acteurs. Ils peuvent choisir les bons partenaires pour leurs besoins. Et donc justement, c'est par rapport à mon introduction, ça leur permet de répondre à leurs besoins qui sont pour moi de plus en plus divers et variés. Et ça se traduit aussi, donc ça se traduit dans les prestations, ça se traduit sur le matériel. On parle de CUMA, on parle aussi de location de matériel. C'est ça, c'est qu'on va chercher le matériel dont on a besoin précisément pour ces travaux, quoi. Et comment vous différenciez alors de ces acteurs traditionnels? Je pense notamment aux ETA, mais aussi pourquoi pas à d'autres acteurs qui apparaissent, des plateformes WeFarmUp, je crois qui est présente aujourd'hui. Alors, d'abord pour WeFarmUp, c'est qu'on n'est pas sur le même marché, c'est-à-dire que WeFarmUp, c'est du matériel. Nous, c'est l'homme qui est mis, l'homme et son savoir-faire et sa compétence sur des besoins qui peuvent être très particuliers. Ce qu'on constate sur les premières utilisations, c'est qu'on est beaucoup sur des prestations qui sont assez spécifiques, de l'épandage, du pressage, sur des travaux qui sont assez spécifiques. On n'est pas beaucoup sur du labour, des travaux qui sont plutôt standards, et c'est le propre même de la plateforme, quoi. Et donc par rapport aux ETA, nous, il n'y a pas de distinction, et d'ailleurs, par ailleurs, dans notre communauté, par rapport aux utilisateurs qu'on a, il n'y en a pas non plus. C'est-à-dire que beaucoup de JA, de jeunes agriculteurs, dans le cadre de leur installation, ont du temps disponible, ont du temps disponible parce qu'ils n'ont pas tout à fait la structure pour pouvoir s'installer. Et beaucoup sont des JA qui sont prêts à, en plus de leur installation actuelle ou à venir, à proposer des travaux à côté. Et en fait, la notion d'ETA, on ne sait pas où la placer. Est-ce que cet agriculteur-là, c'est un ETA, ou c'est juste qu'il a besoin par ailleurs de faire les travaux en dehors? Nous, on ne veut juste pas faire cette distinction-là. Des agriculteurs ou des personnes qui sont membres proposent des travaux, et ils sont membres de la communauté Tractory. Vous disiez que c'était avant tout des services spécifiques, en tout cas la plupart des 350 offres que vous avez jusque-là. Est-ce que quand vous pensez adaptation des contrats, aller plus loin sur les contrats, ça veut dire avoir des contrats le plus adaptés à ce type de service particulier? Comment vous voyez l'avenir sur les services que vous allez proposer? Non, pas forcément. Le contrat restera le même. C'est un contrat qui est type et qui permet de bien de bien gérer ce genre de relation de travaux. Il faut juste nous on essaie juste d'ouvrir suffisamment la plateforme à tous ces types de travaux, et peut-être que dans notre communication on va s'appuyer davantage vers ces travaux-là, et commencer par ces types de prestations qu'on sait qui amorcent assez bien le système de Tractory, quoi. Donc, oui, ça marche. Voilà, donc après un exemple producteur, interaction producteur-producteur, je vous propose de passer à un deuxième exemple qui est un peu particulier. Alors on ne va pas voyager très loin puisqu'on reste toujours dans l'Anjou avec une société qui est bien implantée, la Graine Informatique, qui va vous présenter un concept un peu particulier qui permet une interaction entre les experts de la production, des productions horticoles ornementales et les jardiniers amateurs. Donc je laisse la parole à Jean-Yves Voisin. Oui, bonjour, Jean-Yves Voisin.
Donc, je suis le gérant de la société La Graine Informatique, qui a été une start-up il y a maintenant 30 ans, mais qui en a gardé l'esprit, je l'espère en tout cas. L'objet de la société est de proposer des solutions numériques et informatiques à deux filières très particulières, très particulières de l'agriculture, qui sont l'horticulture d'abord, secteur dans lequel nous comptons la plupart des opérateurs importants en France, et puis la viticulture et les métiers des vins et alcools d'autre part. Ce qui nous occupe ici, c'est le secteur de l'horticulture. Et donc, ce dont on parle, il s'agit bien de ce qui est le secteur des fleurs, des plantes, des arbres et des arbustes, la production et la distribution de ce produit. C'est un petit secteur de l'agriculture. C'est un secteur sur lequel je vais m'attarder un petit peu pour dire que ce secteur vit un paradoxe extraordinaire. L'horticulture a un très grand potentiel et pourtant l'horticulture vit une très grave crise. Et c'est dans ce contexte que s'insère notre projet Vive le végétal. Alors elle a un très grand potentiel, l'horticulture. C'est-à-dire qu'en gros, je le dis en exagérant à peine, c'est à l'horticulture de sauver la planète. C'est à l'horticulture de verdir la planète, de verdir nos villes, de verdir nos espaces de vie, de mettre partout des arbres et des plantes là où nous en manquons. Et puis l'horticulture, elle doit sauver notre santé. Nous vivons mieux et en meilleure santé dans des espaces qui sont végétalisés. Alors je sais qu'ici on est dans un milieu agricole, ça peut peut-être paraître loin ce que je raconte, mais pour tous les urbains, et si par hasard il y a ici des Parisiens en plus, ou des gens de grandes villes, ils comprennent complètement l'enjeu de l'horticulture chez eux. C'était d'ailleurs l'objet de l'image précédente, là. Voilà ce dont nous rêvons tous, pour nous-mêmes, nos enfants et nos petits-enfants, me semble-t-il en tout cas. Voilà ce qu'on aimerait avoir chez soi et réussir chez soi, se produire soi-même, si on le pouvait, ses propres fleurs et surtout ses propres légumes, qu'on va sans doute espérer être plus savoureux et plus sains que ce qu'on achète ailleurs, même si ça vient de circuits courts. Voilà l'enjeu de ce qu'est l'horticulture. Et malgré cette importance, ce secteur vit une très grave crise économique, avec des entreprises qui disparaissent, des magasins qui sont en difficulté, et l'actualité locale a encore, ces dernières semaines, parlé de 2 entreprises importantes qui viennent de disparaître, de production horticole, hein, je parle. Et puis, vous avez ici un chiffre absolument sidérant, d'une consommation en baisse de 10% en volume en 2 ans sur ce produit horticole. Bien. C'est donc dans ce contexte que s'inscrit le projet Vive le végétal. Nous espérons avec ce projet contribuer très modestement et très partiellement à redresser donc cette situation, à restaurer une consommation qui aujourd'hui est en baisse. Pourquoi cette consommation est-elle en baisse? Il nous semble que pour l'essentiel, aux jeunes générations qui sont ici, aux urbains, qui sont la majorité maintenant de la population, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué de réussir avec des plantes, c'est trop réussir d'avoir ses propres légumes, c'est trop compliqué de garder suffisamment longtemps une plante devant laquelle on a craqué et qu'on espérait voir se développer et fleurir chez elle. Bien. Je ne sais pas si vous avez cette expérience et cette conviction, mais je pense que c'est malgré tout une partie de l'explication. Et voilà le challenge de Vive le végétal. Il s'agit de faire en sorte que jardiner devienne facile. Alors, notre proposition, elle est extrêmement simple. Il s'agit de proposer aux consommateurs de ces végétaux, donc je le redis, hein, c'est des arbres, des arbustes, des plants potagers, des fleurs. Il s'agit de proposer aux consommateurs un coaching régulier, personnalisé, sympathique, désintéressé et gratuit. Vous voyez qu'on met le maximum. Hein. Bien. Je vais donc reprendre ça en 2 points. Régulier, personnalisé, sympathique.
Et puis ensuite, comment on peut réussir à faire tout ça de manière désintéressée et gratuite. Alors, régulier, personnalisé, sympathique. Nous suggérons donc que les végétaux soient mis en magasin sous cette marque. C'est en tout cas le premier modèle sur lequel on est. On parlera du modèle économique ensuite. Sous cette marque Vive le végétal. Voilà donc des végétaux mis en magasin. Alors c'est de la grande distribution, et oui, c'est de la grande distribution. C'est du magasin de bricolage. C'est des endroits où vont encore les consommateurs et particulièrement les urbains que nous vivons. Et particulièrement, c'est là que vont des gens qui ne sont pas des jardiniers, mais qui pourraient trouver l'idée de se dire, tiens, mais finalement, c'est vrai, un citronnier chez moi, ou comme vous l'avez là, ou un joli pot de fleurs, ce serait sympa, mais je ne vais jamais savoir quoi faire pour garder suffisamment longtemps cet arbre. Donc c'est en grande distribution. Nous proposons que les végétaux soient proposés sous une marque. Laquelle marque, ce n'est pas très visible ici, promet aux consommateurs, et ça se voit ici sous la forme de l'affiche qui accompagne le végétal en haut à gauche, ça lui explique que ben voilà, la plante qu'il pourrait acheter, il pourra sur le site vivelevegetal.fr l'inscrire et obtenir toutes bonnes informations sur cette plante qu'il achète. Donc aujourd'hui, on est sur une version 1, ça va paraître aux techniciens assez primitif là. On suggère aux consommateurs, soit par le QR code, si vous avez des smartphones, vous pouvez essayer de tenter de faire l'expérience. Vous pouvez aller sur le site si vous le souhaitez, ou d'aller chez lui sur ce site Vive le Végétal. Et vous voyez à droite le processus d'inscription. Il s'agit donc simplement de donner le code de la plante qu'on a achetée. On ne va pas imposer à mon pauvre consommateur de taper les noms latins à coucher dehors des plantes achetées, mais un code qui figure sur l'étiquette. Ça nous garantit en plus un certain nombre de choses. Ça lui confirme donc qu'il vient d'acheter un fraisier remontant Charlotte, dont vous voyez le nom latin. On lui demande ensuite simplement de savoir si cette plante, il va la mettre en pleine terre ou s'il va la garder en pot, en jardinière, ce qui induit ensuite des conseils un peu différents. Et on lui demande, alors là, c'est là que ça peut paraître préhistorique, on lui demande encore pour l'instant son code postal. Je sais bien qu'il pourrait être géolocalisé automatiquement. Bon, bref, peu importe, on lui demande son code postal. Pourquoi son code postal? Parce que précisément, nous essayons de proposer des conseils personnalisés, et vous voyez bien que le citronnier que vous avez dans les mains, on va devoir lui donner des conseils différents selon que le consommateur est à Dunkerque ou selon qu'il est à Nice. Enfin, ça me paraît assez évident sur cet exemple, et c'est le cas pour tous les produits. Donc voilà les seuls paramètres que le consommateur a à donner, et dès cette inscription, il va recevoir sur son smartphone, sur son ordi ou peu importe, un premier conseil de mise en œuvre, de plantation, comment il doit le planter. Alors on lui explique comment planter un fraisier. Encore une fois, les jardiniers doivent trouver ça ridicule, mais ma cible n'est pas le jardinier, c'est bien clair. Ma cible n'est pas le jardinier. Donc voilà comment planter un fraisier. Ça, c'est à la plantation. Et puis automatiquement et gratuitement, et pour l'instant selon une fréquence mensuelle, c'est le schéma qu'on a pris, il recevra une petite e-letter sur l'ensemble des végétaux qu'il a achetés à la marque Vive le Végétal. Et pour chacun de ces végétals, le conseil du mois qui concerne donc ce consommateur sur ces végétaux, là où il est, dans la région où il est. D'accord ? Est-ce le moment de le tailler ou pas? Vous avez toujours cette question. Vous avez acheté un arbuste, est-ce que je dois le tailler avant ou après la floraison? J'ai acheté un pommier, est-ce que je dois le traiter ou pas contre tel produit? Qu'est-ce que je dois faire, etc. Donc, selon la région à laquelle vous appartenez et les produits que vous avez achetés, vous allez recevoir des conseils qu'on veut sympathiques, comme je l'ai dit, qui aide le consommateur à aller encore plus loin. Vous avez ici un conseil sur un groseillier que vous avez acheté et qui, le moment venu, suggère finalement des recettes d'utilisation de ces groseilles. Une recette, alors évidemment, la gelée de groseille, c'est quelconque, mais vous avez une bonne idée de, je ne sais pas quoi, enfin vous le voyez en bas là, d'une autre, voilà. Donc voilà, des conseils réguliers, personnalisés et sympathiques. On produit, quand on le peut, des vidéos pour rendre la chose encore plus convivial, donc des idées d'association, des recettes, et tout ça écrit dans un style qu'on se veut le moins technique possible, le plus sympathique possible,
pour nos jeunes consommateurs ou consommateurs complètement néophytes dans le jardinage. Bien. Voilà, c'est simple, n'est-ce pas? C'est simple. J'ai pas fini, excusez-moi. Car vous alliez me demander, mais comment vous pouvez faire ça de façon désintéressée et gratuite auprès des millions de consommateurs que nous visons? Je vous remercie de cette transition que vous m'offrez. Désintéressé, d'abord, quelques études consommateurs, et ça se lit aussi dans la presse, nous ont montré que le consommateur peut être réticent à s'inscrire sur un site pour recevoir des conseils, car il va craindre le piège et la pub. N'est-ce pas? Et on connaît maintenant les succès des adblogs et de toutes sortes de pratiques qui veulent qu'effectivement on doit contrecarrer cette submersion, cet envahissement qu'Internet peut avoir comme conséquence. Donc nous garantissons dès l'inscription au consommateur qu'il ne recevra pas de pub. Donc notre modèle économique n'est sûrement pas la pub. D'accord ? Il n'y a pas de piège. On ne va pas le faire acheter un produit lié à la plante qu'il a acheté et essayer de se payer sur les produits qu'on va lui faire acheter suite au premier achat. Donc on est sans doute des naïfs ou des idéalistes, mais ça nous semble être une condition essentielle pour convaincre le consommateur de maintenant. C'est donc gratuit pour le consommateur, comme je l'ai dit, et donc face à ça, il y a deux façons de payer ce service, car il va falloir l'assurer, il faut le créer d'abord, et je vais vous expliquer comment c'est coûteux. Il va falloir malgré tout le faire payer par quelqu'un, et oui. Une première piste, c'est de faire payer ce service par le distributeur, donc de proposer au distributeur, vous avez acheté votre végétal dans une jardinerie quelconque, eh bien c'est cette jardinerie quelconque qui va vous pousser les conseils qui vont bien sur ces végétaux que vous avez achetés. C'est une première piste, une première solution. C'est un élément de fidélisation par ce distributeur. Quand vous venez chez moi, je suis le seul à pouvoir proposer ce conseil sur le végétal que vous avez acheté. C'est donc une première piste qui n'est pas celle que nous avons privilégiée pour l'instant, mais c'est juste pour dire qu'on serait capable de proposer ce service en marque blanche, on va le dire comme ça. On ne l'a pas privilégié parce que ça pose un premier problème, encore une fois. Dans les jardineries ne vont que les jardiniers. Et notre cible, c'est d'abord ceux qui ne sont pas jardiniers. Donc la solution actuelle est donc de proposer ça sous une marque. Nous proposons à des horticulteurs et pépiniéristes de vendre leurs végétaux sous la marque Vive le Végétal. Et donc cette marque est mise en distribution dans des grandes surfaces, dans des magasins de bricolage, c'est notre cible actuelle. Et donc dans le prix de revente du produit sous cette marque est inclus le prix du service que nous allons nous assurer pour les milliers de consommateurs qui vont donc s'inscrire sur ces plantes qui sont achetées. Voilà donc, très bêtement si je peux dire, le modèle qui va nous permettre de proposer un coaching avec un végétal. Juste rapidement, parce que je suis trop bavard sans doute, aujourd'hui donc le contenu, la difficulté là-dedans, le gros investissement, c'est le contenu, c'est pas l'application informatique. C'est pas le développement informatique, je vais décevoir les jeunes technophiles, mais c'est le contenu. Il faut donc aligner des milliers d'heures d'experts en horticulture qui vont être capables de produire ce contenu de conseils pertinents à faire sur, et vous avez là-haut des chiffres, les milliers de variétés qu'on est susceptible de mettre sur ces balcons, terrasses et jardins, les milliers de variétés, tout ça croisé dans des milliers de situations géographiques, et il faut donc produire ce contenu. C'est le premier point. On a déjà une couverture qui est honorable, même si, comme vous le voyez, il en reste beaucoup à faire. Mais on est capable de produire un bon conseil sur tout ce qui est plantes de légumes, aromatiques, rosiers, frisiers, fruitiers et toutes les annuelles courantes, donc l'essentiel de votre jardin et de votre balcon. Le développement informatique, donc, il est pour l'instant, comme vous l'avez vu, assez sommaire. Ce sont des mails et des e-letters que vous recevez. On peut évidemment rêver d'applications, de notifications automatiques, de liens avec Instagram, Facebook, etc. Et puis nous étudions, alors là cette fois-ci plus sérieusement, la liaison éventuelle avec des capteurs qui seraient présents dans les jardins de nos consommateurs. Et ça commence à être plausible pour donner des conseils qui dépendent réellement des données météo observées. Et puis de gérer ça aussi en fonction des données météo passées et prévues, là aussi, région par région, où se trouve le consommateur.
Voilà donc ce qu'il nous reste à faire et bien sûr à développer sur la base du modèle économique actuel la marque dans le maximum de magasins et d'enseignes qui sont convaincus par le service qui est donc à proposer aux consommateurs en même temps que la plante elle-même. Voilà le projet Vive le végétal. Je vous remercie. Est-ce que c'est si simple que ça d'inciter des producteurs à rejoindre cette marque? Alors, aujourd'hui, concrètement, nous avons donc une première expérimentation qui s'est déroulée sur ce printemps. Nous sommes appuyés sur un négociant en plantes qui a donc mis en vente les végétaux sous cette marque et qui a donc s'est proposé comme le revendeur auprès de 7 ou 8 producteurs horticulteurs qui l'ont accepté sans problème. Et je pense que notre difficulté n'est pas de trouver des producteurs qui vendront sous cette marque, c'est plutôt de leur promettre à eux un débouché réellement significatif en face. Et est-ce que ça gonfle beaucoup le prix de vente final? Oui. C'est-à-dire? Non, pas beaucoup, ça le gonfle un peu forcément. Un ordre d'idée, un chiffre? Non, vous n'en avez pas? Ça reste modique, mais nous vendons plus que la plante à 3 sous. Clairement, nous avons vendu dans des hauts champs de la région parisienne des plants de fraisier qui étaient au moins 20% plus chers que le plant de fraisier mis sur un rôle venu de Hollande ou de Belgique. Mais nous les avons vendus mieux. Et une dernière Ça ne question. veut pas dire que le prix du service est de 20% du prix du produit. Hein. Il y a d'autres considérations. Une dernière question, c'est comment est-ce que vous vous positionnez aussi par rapport aux vendeurs spécialisés qu'on serait assez tenté d'aller voir pour avoir des conseils? Est-ce que vous échangez avec eux? Est-ce que vous avez des évolutions? Et vous avez eu du conseil? Il n'y a pas de conseil en jardinerie aujourd'hui, dans aucune jardinerie, c'est le constat que vous faites? Demandez aux consommateurs qui y vont. Mais je vous le demande. Il y en a de moins en moins, on va le dire comme ça. Il y a d'excellentes jardineries où vous avez un excellent conseil. Maintenant, c'est de plus en plus difficile pour ces jardineries elles-mêmes d'avoir des vendeurs compétents, d'assurer ce conseil réel. Et puis je vous rappelle que nous, notre conseil, il est un peu mieux puisque c'est tous les mois, compte tenu de la région où vous êtes, on va vous rappeler ce qu'il faut faire et vous dire, tiens, ce serait bien de tailler votre forsythia maintenant parce que la floraison est terminée, par exemple. C'est mieux que de se l'être entendu dire il y a 9 mois quand on a acheté cette plante. Voilà, donc après le potentiel d'une plateforme numérique, donc du coup pour l'interaction sur du conseil expert, je propose de passer à un troisième exemple. Et là, on va voyager un petit peu plus loin, puisque c'est une jeune entreprise qui nous vient d'une belle ville qui est connue pour ses petits bouchons et ses traboules, hein, Lyon. Le concept qu'elle a conçu était assez original, puisqu'elle elle a pour objectif de transformer des purs citadins, pure souche, en agriculteurs, je reprends l'expression. Et donc pour cela, elle rapproche consommateurs et producteurs autour d'une plateforme numérique. Je laisse la parole à Thierry Desforges. Bonjour. Alors, Aurélien m'a demandé d'abord de me présenter. Alors, peut-être en 2 images ou 3 images, qui je suis agriculteur aussi. Je suis entrepreneur, mais aussi agriculteur. Alors, l'entreprise est née à Lyon, parce que je vivais à Lyon quand j'ai créé l'entreprise. Mon exploitation agricole est dans l'Essonne, donc en région parisienne. Où j'ai déménagé il y a déjà un peu plus d'1 an, mais l'entreprise est toujours à Lyon. Donc en 3 mots et 2 images, ou 3 mots et 3 images, donc je suis agriculteur, je suis passionné d'agriculture et d'agronomie. Moi je travaille beaucoup sur l'agriculture de conservation des sols. Donc c'est le fait d'essayer de réactiver en fait la vie microbienne des sols pour favoriser en fait la portance des sols, le maintien de l'eau. Nous on a des terres qui sont assez filtrantes, donc on a des problématiques de filtration de l'eau, donc il faut absolument retravailler cette couche superficielle pour pouvoir maîtriser l'eau, qui pose d'autres problèmes d'adventisme, mais ça c'est un autre problème. Dans mon quotidien d'agriculteur, aujourd'hui c'est la crise. C'est une crise profonde, alors on en parlait pour le végétal, mais dans l'agriculture c'est une vraie crise. Dans l'ouest c'est la crise du lait, dans le nord, dans le centre de la France c'est la crise des céréales. L'année dernière on a fait une bonne récolte, mais les prix étaient catastrophiques, on n'a pas gagné beaucoup d'argent. Cette année on a eu les problèmes que vous avez connus au mois de juin, qui ont fait qu'on n'a rien, on n'a pas produit grand chose, on a produit plus de 45% de moins que l'année précédente. Et en plus les prix, parce qu'il y a une surproduction mondiale, se sont continués à s'effondrer.
Donc on se situe dans un contexte qui est difficile, avec en plus la perspective de la PAC post-2020 qui repose encore les problèmes de la pérennité des modèles agricoles. Donc en fait, on est sur un modèle agricole grande culture qui est difficile, mais néanmoins qui présente quelques opportunités. Et en plus, alors je parle du contexte agricole, mais en plus, dans la tête des consommateurs, dans l'esprit des consommateurs, l'agriculture, c'est ça. Voilà, c'est beaucoup de défiance. Alors c'est pour ça aussi qu'on travaille beaucoup les circuits courts, que les gens se posent beaucoup la question de la distance aux produits. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de scandales alimentaires, de scandales sanitaires. Alors là c'est la filière du bœuf cheval, mais il y a d'autres scandales qui ont été portés. On parle beaucoup de la présence de pesticides dans les plantes, en fait tout un univers. D'ailleurs, j'en profite quand même pour dire que pesticides ne veut pas dire phytosanitaire de synthèse. Pesticide veut dire produits qui interviennent sur les pestes, c'est-à-dire les nuisibles aux plantes, donc notamment tous les produits utilisés en agriculture biologique sont des pesticides aussi. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a un univers de communication qui est difficile à capter pour les consommateurs parce que on est dans l'univers médiatique, que même dans l'univers politique, on en a parlé tout à l'heure dans la table ronde précédente, il y a un univers très militant autour de ces questions-là, et que finalement, on a tendance à perdre le consommateur. Donc moi, fort de cette expérience, alors si un petit mot sur la PAC 2020, donc vis-à-vis de la slide précédente, les scandales alimentaires, ça c'est les piliers que les autorités européennes se sont fixés pour la PAC post-2020. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut mettre dans cette future PAC ? Le premier pilier de la PAC 2020, c'est la sécurité alimentaire. C'est en tête des éléments qui veulent mettre en place. Ensuite, il y a l'économie, l'emploi, l'environnement, la préservation des territoires et la résilience des modèles agricoles. Donc ça veut dire que sur nos exploitations agricoles, il faut aussi qu'on se projette dans ces modèles-là. Et voilà, ça c'est l'environnement dans lequel je vis. C'était un peu plus que 3 mots, mais c'était important pour planter le décor. L'agriculture, avant, c'était quoi ? Moi, j'ai noté quelques mots-clés, en fait. Et c'est dans la tête des gens, et c'est dans l'univers. Alors, avant, c'était des bœufs avec des charrues. Tout à l'heure, il y avait un agriculteur qui travaillait encore avec des chevaux, et c'est bien de préserver aussi ce savoir-faire. L'agriculture, avant, c'était des bonnes pratiques. C'était la culture de la terre. On était attaché à sa terre. C'était la tradition, c'était le savoir-faire, c'était des méthodes. Et cette agriculture, il faut utiliser ça pour se projeter dans l'avenir. Par rapport à monpotager.com, dont je vais vous parler après, l'idée, en fait, vous avez compris l'équation à laquelle je voulais arriver. L'équation à laquelle je voulais arriver, c'est que pour l'esprit du consommateur, vis-à-vis du produit qu'il va acheter, pour moi, il y a 2 axes. Il y a 2 axes qui sont fondamentaux. Il y a d'un côté l'axe d'accessibilité au produit, et de l'autre côté, l'axe d'interactivité au produit. Et ça, c'est des axes qui sont assez contemporains, c'est des questions qu'on se pose. Est-ce que le produit est accessible en termes de prix, en termes de distance, en termes de packaging, facilité, livraison, etc., logistique ? Et est-ce que j'ai une interactivité forte avec ce produit ? Et quand je parle d'interactivité, je parle de traçabilité, je parle de pouvoir toucher le produit, etc. Et aujourd'hui, on se rend compte que dans beaucoup de modèles, il y a des lacunes, finalement. Quand on est dans les modèles de grande distribution, très forte accessibilité du produit. Le produit est facilement accessible, voire même souvent, on fait un peu de dumping sur les produits d'alimentation. D'ailleurs, j'étais assez choqué par des publicités qui peuvent passer à la radio de grande surface qui vous disent les tomates françaises à 60 centimes pour attirer les consommateurs dans les magasins. Ça ne devrait même pas exister, ça, en fait. Mais bon, bref, en tout cas, c'est la question. Sur les marchés aussi, une forte accessibilité. Les marchés sont à proximité, assez proches des gens, avec une offre relativement large. À l'opposé, par contre, on a très peu d'interactivité avec le produit. Voilà, on ne sait pas d'où il vient, beaucoup de défiance à l'égard de ces produits. Et puis, à l'opposé de ça, des projets qui offrent beaucoup d'interactivité, la cueillette, aller directement sur le site pour aller cueillir ses légumes, c'est la plus forte interactivité qui puisse exister. Par contre, l'accessibilité est moindre, il faut se déplacer, il y a des problèmes
de temps, hein. Quand il pleut, on n'a pas forcément envie d'aller le week-end avec les enfants dans le champ du producteur pour aller cueillir les fraises, ou etc. Et puis entre ça, avec il y a les AMAP qui offrent l'accessibilité un peu moindre, parce qu'il y a un engagement, il faut se déplacer, il faut donner du temps, etc. Par contre, l'interactivité, elle est quand même présente. C'est-à-dire qu'il y a une vraie interactivité, on s'engage, il y a un engagement personnel, militant et tout ça. Par contre, des projets qui offrent beaucoup d'interactivité et beaucoup d'accessibilité, il y en a assez peu, et c'est là qu'on pensait qu'il fallait se développer. Donc je vais vous parler de potager, je vais vous parler plutôt de monpotager.com. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais 4 Français sur 5 vivent en ville. Hein, c'est 80% de la population qui est urbaine. Pourquoi on vit en ville? Parce que d'abord, il y a du boulot en ville. Mais pas que, il y a aussi des loisirs. Hein, on va au ciné, on va au resto, on écoute de la musique, au théâtre, etc. Il y a plein de choses à faire en ville. Par contre, c'est vrai que côté potager, il n'y a pas grand-chose. Alors, la question, c'est, il y a bien, Paris a un projet notamment de reconvertir 30 hectares en maraîchage, 33 hectares, un tiers de 100 hectares en maraîchage, mais ça représente que 0,01% des besoins de la population urbaine. Donc une vocation très pédagogique, certes, mais pas une vocation alimentaire, on en convient. Alors, à l'opposé de ça, il y a depuis 2013, donc monpotager.com, on cultive, alors les chiffres ne sont pas tout à fait à jour, il y a un petit peu plus que ça, 65 000 m² pour le compte de citadins qui peuvent créer une parcelle de potager en ligne. Donc comment ça se passe? On a une petite parcelle, on va choisir parmi une centaine d'espèces et de variétés parce qu'on a envie de planter dans son jardin en ligne. Ensuite, c'est les producteurs qui vont prendre la main, donc en fait on a une très forte expérience utilisateur. On va pouvoir observer pousser ces légumes tout au long du cycle de production. Ce que je voulais, moi, c'est comme je suis agriculteur, je voulais vraiment transmettre du savoir-faire et donner des clés de lecture aux consommateurs pour qu'ils comprennent mieux mon métier, qu'ils comprennent mieux le métier des agriculteurs, pour qu'ils puissent aller vers une consommation en conscience. Et puis une fois que les légumes sont mûrs à point, on les récolte, on a un garde-manger, donc les récoltes viennent dans le garde-manger, ensuite on fait sa commande quand on veut. Si on n'a pas envie de se faire livrer, on peut troquer les légumes contre de la monnaie virtuelle qui s'appelle la patate, donc en disant un univers très ludique, très pédagogique. Et l'idée c'était de reconstruire en fait le rôle du potager. Moi je fais pas mal d'études d'anthropologie autour du rôle du potager depuis des siècles, et on se rendait compte que dans le potager on produit des légumes. Quand on en a trop, on en donne aux voisins qui nous rend une bouteille de vin ou un pot de confiture ou je ne sais quoi, mais il y a un rôle très social dans la dimension du potager, c'est vraiment ce qu'on voulait recréer. Alors. Ah oui, voilà, c'est ça. Donc le principe de monpotager.com, c'est de faire comprendre aux consommateurs qu'il y a déjà des saisons. Et puis que ces saisons, il faut l'additionner à une culture du circuit court locale, la plus locale possible. Moi j'ai une définition du local alors qui m'est propre, mais pour moi le local c'est la plus courte distance géopolitique qu'il existe entre un produit d'une certaine qualité attendue par rapport au consommateur. C'est un peu complexe, mais on pourrait revenir dessus. Mais voilà, l'idée c'est donc de travailler sur l'origine, la qualité et bien sûr le prix, la compétitivité des produits. De l'autre côté, c'est de favoriser tout ce qui est démarche de production en agriculture raisonnée, avec la mise en place de la protection biologique intégrée le plus possible, pour évoluer vers quoi? Non pas vers un système dichotomique entre agriculture biologique et agriculture non biologique, mais vers un système qui va vers le zéro résidu. C'est-à-dire que moi, quand j'achète un produit bio, j'ai pas envie qu'il y ait des résidus de cuivre, ou des résidus de roténone, ou des résidus de quoi que ce soit. Je veux un produit qui a zéro résidu, d'où qu'il vienne. Voilà. Et ça, c'est vraiment la logique qu'on promeut, et c'est pour ça qu'on a développé notre propre charte de qualité de production. Voilà, donc ça c'est les offres, je passe rapidement là-dessus. Voilà. Et donc pour conclure, je vous souhaite bienvenue dans la communauté des agriculteurs. Si toutefois il y a des Parisiens ou des Lyonnais qui sont dans la salle et qui ont envie de se tester à l'agriculture version monpotager.com. Merci Thierry. Une question rapide parce que je vois que l'heure tourne. Mais on a vu ce matin dans la table ronde avec La Ruche qui dit oui et Open Food France qu'il
il y avait un sacré boulot en arrière-boutique pour arriver à proposer des outils qui soient le plus simples possible pour les consommateurs, mais y compris pour les producteurs qui y auraient recours. Quel travail ça a présenté dans votre entreprise? Combien de développeurs ont bossé pour arriver à proposer un outil ludique, pédagogique et tout ce que vous avez cité? Alors, bon, sans donner effectivement les secrets de production, mais bon, un site internet, nous on est parti ce qu'on appelle from scratch, c'est-à-dire qu'on est parti de zéro, on a tout reconstruit sur nos propres langages. Ça représente évidemment des centaines de jours de jours hommes de développement. Nous aujourd'hui, on est à peu près à 600 jours hommes de développement. Et quand même un dernier point, c'est une autre question, mais je voudrais vous entendre sur ça, c'est sur la notion d'engagement. Les clients s'engagent sur un temps donné pour avoir leur panier. Est-ce qu'ils s'engagent sur toute l'année? Et comment expliquer l'importance de cet engagement, qui peut être un frein en termes d'accessibilité? Alors évidemment, l'idée c'était de faire comprendre aux consommateurs le métier de producteur. Or un producteur, alors c'est un petit peu réducteur de dire qu'on s'engage sur 12 mois, parce qu'en réalité on ne s'engage pas sur 12 mois, mais on s'engage sur beaucoup plus longtemps. Mais l'idée c'est de dire aux consommateurs, attention, quand on a un cycle de production d'un légume, c'est à peu près 12 mois, on réfléchit une rotation sur ce cycle. C'est pas tout à fait vrai parce qu'en réalité il y a des cycles, surtout dans la production de fruits et légumes, qui peuvent être dupliqués dans l'année. Je pense aux salades, on peut faire plusieurs tours de salade dans l'année. Mais l'idée c'était quand même de dire qu'une année agricole c'est 12 mois et que quand on s'engage, il faut s'engager sur 12 mois parce que quand on plante un potager chez soi, derrière la maison, il faut aussi avoir une logique sur 12 mois. Donc voilà, on investit, on plante et on attend un peu et puis l'année prochaine on recommence. Le message est bien reçu? Oui, le message est bien reçu parce que les gens, alors surtout les gens qui viennent vers nous sont aussi des gens qui ont un peu cette approche militante ou en tout cas engagée et qui comprennent quels sont les enjeux de l'agriculture et qui ont envie de découvrir un peu plus, mais en tout cas c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Oui. Voilà, je vous remercie pour le tour. Donc, comme promis, on a un temps d'échange avec la salle. Donc, s'il y a des questions dans la salle, c'est le moment. Levez la main et je crois qu'on vous amènera un micro. S'il n'y a pas de questions, moi j'en ai une. On fait comme ça. Je me posais une question en fait. Plus on numérise, donc plus on offre aussi la possibilité de quelqu'un de faire de A à Z par le numérique. Est-ce que, sous la volonté de créer de l'interaction, au bout d'un moment, on n'arrive pas à un moment où en fait on ne crée plus d'interaction? On a des acteurs qui sont isolés derrière des plateformes numériques qui échangent que par du numérique, sans pour autant qu'il n'y ait plus de contact humain. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui veulent prendre la parole un peu dessus. L'idée, par exemple, sur Protectory, c'est de numériser ce qui est un peu chiant à faire, quoi, et tout ce que les gens ne veulent pas faire, par exemple. Et donc, le reste, les travaux, les gens vont bien aller dans les champs, ils vont se rencontrer dans les champs. Et par contre, faire les contrats, parce qu'il y en a très peu ou pas toujours, il n'y a plus besoin de s'en occuper, les devis non plus, les factures non plus. Et je pense qu'il y a une attente à un peu simplifier aussi les choses. Mais dans toutes les plateformes, il y a toujours un moment donné où il y a une vraie interaction, et c'est celle qu'on cherche à mettre en avant, quoi. On a retiré le reste pour garder la vraie interaction et celle qu'on recherche, quoi. Ouais, je pense que l'interaction physique, les Américains ont beaucoup travaillé là-dessus, hein, sur où est l'interface de visibilité, où est-ce que se fait la connexion. Ils ont travaillé sur des systèmes qui s'appellent les blueprints. Les blueprints aux États-Unis, c'est quoi? C'est un système où on découpe complètement le processus en fait, entre la création du produit et le consommateur du produit, ou du service, hein, peu importe, et où est-ce qu'est l'interface d'interaction avec le produit, comment elle se fait, etc. Dans l'agriculture, c'est évident que l'interface, il faudrait qu'elle se fasse à la ferme. Et nous-mêmes, on nous pose la question, quand est-ce que vous organisez des plateformes, des portes ouvertes, etc. Et on n'a pas le choix que de le faire. Enfin, en même temps, ça nous plaît, hein. Moi, j'aime toujours accueillir surtout des citadins dans nos fermes. D'ailleurs, il y a une démarche qui s'appelle Bienvenue à la ferme, qui est une très belle démarche. Il y a d'autres démarches, rencontres ville-campagne, qui sont très intéressantes dans ce domaine-là. Mais c'est indispensable de faire venir les citadins dans les fermes, qu'ils puissent toucher la terre pour déjà retrouver un peu leurs racines. Voilà, c'est l'outil informatique n'est qu'un outil de simplification, n'est qu'un outil qui nous permet d'accélérer les processus, mais ça ne doit pas être une fin en soi.
Je dirais que un des mobiles essentiels du jardinage, c'est la relation sociale qui se crée autour du jardinage. Évidemment, on a tous échangé des tomates avec le voisin qui n'en avait pas. On a tous envie de frimer avec les tomates cerises qu'on présente à l'apéro qui viennent de son jardin et pas du Super U, enfin, etc., etc. Donc, pour ce qui concerne Vive le végétal, nous espérons créer le plus possible de jardiniers qui vont avoir ce plaisir, tous ces jardiniers, de rentrer dans ces échanges entre jardiniers et avec les amis. Enfin voilà, c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Alors je ne sais pas si du coup dans la salle il y a des questions. Voilà, je crois qu'il y a une question au fond, tout au fond. Vous m'entendez? Là, je suis là. Bonjour, donc Clément Alain de l'Institut de l'élevage. Alors j'ai vu que les deux dernières présentations, je me demandais si les modèles présentés étaient applicables au monde de l'élevage, aux produits animaux. Et si oui, quelles sont les contraintes éventuelles qui peuvent freiner? Alors, je ne m'engage pas pour, pour vivre le végétal, mais pour ce qui concerne monpotager.com, on s'est beaucoup posé la question. Et nous, en termes d'élevage, il faut savoir que monpotager.com, on propose de suivre l'évolution du produit de A à Z. Et quand on a commencé à parler d'élevage, on s'est dit, mais attendez, comment ça va se passer? On va voir le mouton naître, l'agneau naître, on va le voir grandir, et puis à la fin, on lui dit, bah, hop, on lui coupe le cou et on le sert en barquette. Et ça posait un problème d'ordre éthique. On a posé la question à nos clients, on a fait des groupes d'utilisateurs. Ça posait un problème. Donc on s'est plutôt orienté vers d'autres systèmes, notamment les œufs, le lait, où là, on est en train de travailler là-dessus pour pouvoir... Là, il y a plus de facilité à travailler là-dessus. Voilà. Sur la partie viande, il faut... En fait, on ne dit pas qu'on ne veut pas y aller, il faut vraiment, mais ça c'est quelque chose qu'on peut réfléchir ensemble, qu'on réfléchisse comment le présenter aux consommateurs, parce que pour l'instant, le retour des consommateurs par rapport à ce système de suivi de A à Z, il est à 20%, non pas de problème, 80%. Il y a le côté abattage qui est un petit peu délicat. Alors pour ce qui me concerne, et avant de venir à l'élevage, nous proposons aussi à nos clients viticulteurs, puisque nous nous intéressons aussi à la viticulture, nous proposons aussi à nos viticulteurs des systèmes qui permettent à ce viticulteur d'envoyer à son client consommateur des fiches sur le vin qu'il lui a fourni, des fiches d'utilisation, d'accords mets-vins, de conservation et de choses comme ça. Mais on a besoin d'envoyer la fiche une fois, il n'y a pas cette notion de durée pendant laquelle on doit conduire une plante dans son jardin. Le vin, je l'ai acheté, j'ai reçu la notice qui va avec. C'est tout simplement ça. Concernant la viande, je ne peux voir qu'une application de ce genre aussi. Si j'ai acheté un poulet mort, enfin un poulet, je peux imaginer de recevoir des recettes pour cuisiner le poulet, mais enfin bon, ça ne peut guère que s'arrêter là. Alors sinon, pour plaisanter, je vois une autre application qui serait assez conforme à l'esprit Vive le végétal. Ce serait d'aider le consommateur à élever ses poules et ses lapins. C'est une plaisanterie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, Noémie Balthazar, je suis en cours d'installation en maraîchage en agriculture biologique. J'ai une question pour Tractory, enfin deux questions à vrai dire. J'aurais aimé savoir si vous aviez imaginé de mesurer l'impact sur l'entraide classique, on va dire. On peut imaginer que ça l'encourage, ça la renouvelle ou que ça la court-circuite. Et l'autre question, c'était de savoir si vous aviez des retours sur des échanges entre spécialités. Je constate que justement l'entraide se fait souvent à l'intérieur de filières et je trouverais ça intéressant que ça puisse faciliter les échanges de matériel entre spécialités. Alors, par rapport à l'entraide, c'est pas du tout une vocation à court-circuiter l'entraide et si elle marche, elle marchera toujours hors Tractory. Nous, on n'a pas une solution pour ce qui ne marche pas, donc ce qui n'existe pas. Donc c'est pas justement l'entraide, c'est le reste. Et si des gens préfèrent utiliser Tractory pour l'entraide, c'est qu'ils y trouveraient leur raison. Et après, par contre, le deuxième point, c'est un point qui est très important et sur lequel on souhaite travailler, c'est effectivement il y a du matériel qui est sous-utilisé,
sous-utilisé notamment pour des raisons de... alors, il est utilisé au même moment pour tout le monde lorsque ce sont les mêmes domaines de production, mais il est sous-utilisé pour d'autres domaines de production. Et on voit beaucoup, on réfléchit à comment on peut justement créer ce lien entre différentes productions. La personne qui a un verger qui a besoin d'entretenir l'herbe, par exemple, il pourrait le faire par un agriculteur au moment où lui il est libre. Et c'est pareil pour l'entretien des bords de route ou l'entretien des espaces verts, qui pourrait être fait par du matériel des agriculteurs, qui est déjà un peu fait, mais qui de façon plus structurée. Mais c'est aussi vrai sûrement dans le maraîchage. C'est comment on peut utiliser du matériel d'un des secteurs d'activité pour un autre secteur d'activité. C'est vrai aussi pour les épandages de matières organiques et autres. Enfin, on pense qu'il y a effectivement des liens à créer entre différentes filières, notamment pour des raisons de disponibilité du matériel. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, sinon on va clôturer. Ah, oui, juste devant. Alors sinon, je peux... Merci. Bonjour, Marianne Lefebvre, enseignante à l'Université d'Angers en économie agricole et chercheuse. Une question pour Thierry Desforges. Vous avez fait le pari du zéro pesticide. Je voulais savoir comment vous le communiquiez à vos consommateurs et notamment comment vous expliquez le moment où il faut vérifier qu'il n'y a pas de pesticides dans le produit final. On fait le pari, pas du zéro pesticide, parce que ça peut être mal interprété par le consommateur. On fait le pari du zéro résidu. Ce qui est déjà relativement différent, parce que dans les résidus, il n'y a pas que des résidus de pesticides, il peut y avoir des résidus de métaux lourds aussi qui sont aussi problématiques ou qui peuvent être aussi problématiques dans la santé humaine. Comment on le communique? Tout à l'heure, j'ai montré des pictogrammes qu'on essaye d'appliquer quand on a une évidence, une certitude sur l'absence de résidus, parce que notamment dans le cycle de production, je pense que dans tout ce qui est courge, etc., on n'utilise pas de pesticides du tout, donc évidemment il n'y en a pas. L'idée c'est d'évoluer vers ça et de travailler avec des gens qui, notamment à Rungis, ils ont fait un gros travail sur des études de résidus dans les lots. Donc ils ont des modèles qui commencent à exister là-dessus. Donc l'idée c'est d'évoluer vers ça. Donc on communique quand on a la certitude et d'évoluer vers soit un modèle qui permet de prédire en fonction du cycle, de l'itinéraire technique, de dire dans cet itinéraire technique il n'y a pas de résidus, parce que on a une connaissance complète du cycle de l'itinéraire et des résidus de chaque produit, ou soit de faire des tests sur les lots directement. Voilà, je pense qu'il y a encore un... Non, on commence à être limite au niveau du temps. Donc du coup, on va clôturer. Et puis, donc j'espère que ce tour d'horizon de 3 exemples, il n'est pas exhaustif. On a vu différentes interactions, producteur-producteur, producteur-consommateur, experts et amateurs. Et peut-être à l'avenir d'autres types d'interactions. Du coup, là, on va vous proposer un autre type d'interaction beaucoup plus physique, puisque je crois que ça va être l'heure du repas et du buffet qui sera à l'extérieur.